Arracher un plant de tomates à la fin de l'été qui a été nourri toute la saison avec un simple ingrédient de cuisine. Et la motte de racine ne ressemblera pas à celle de la même plante. Dense, fibreuse, 2 à 3 fois plus grosse que celle de la même variété cultivée sans cet ingrédient, ce n'est pas du folklore de jardinage. L'effet a été documenté dans des recherches agricoles évaluées par des pairs et publiées dans la revue Crop Science, et l'ingrédient lui-même coûte moins d'$1. Il se trouve dans presque tous les garde-manger d'Amérique. Il est si commun que la plupart des jardiniers passent devant sur l'étagère de la cuisine sans jamais savoir ce qu'il peut faire sous la terre. Voici l'histoire de la raison pour laquelle ce sachet à $1 ne se trouve sur l'étagère d'aucune grande jardinerie du pays. Pas parce qu'il est illégal, ni à cause d'une quelconque conspiration. La raison est bien plus simple, bien plus étrange, et ancrée dans la biologie fondamentale. Et une fois qu'on a compris, cela explique pourquoi tout jardinier amateur sérieux de plus de 55 ans devrait savoir comment l'utiliser. Pendant la majeure partie de la vie d'un jardinier, l'œil est entraîné vers le haut, vers les feuilles, vers les fleurs, vers les fruits. Quand une plante semble fatiguée, la première pensée est de pulvériser quelque chose sur les feuilles. Quand les fruits refusent de gonfler, la première pensée est de disperser de l'engrais à la surface. Quand un plant repiqué flétrit, la première pensée est de lui donner plus d'eau et d'espérer le meilleur. Mais de la vérité qu'il faut toute une vie au jardin pour comprendre pleinement, c'est que tout ce qu'une plante devient se décide dans l'obscurité. Si les racines sont peu profondes, aucune quantité d'engrais liquide versé sur le dessus ne sauvera la récolte. Si les racines sont fines et filandreuses, la plante s'effondrera dès qu'une vague de chaleur s'installera sur le jardin en août. Si les racines sont privées d'oxygène, d'eau ou de partenaires microbiens, les feuilles au-dessus du sol jauniront. Peu importe la quantité d'azote pulvérisée, c'est la règle silencieuse que presque tous les produits de jardinage moderne semblent ignorer. Les rayons des jardineries sont construits vers le haut. Spray foliaire, booster de floraison, fixateur de fruits, engrais foliaire, rentables, colorés, faciles à mettre en bouteille, faciles à stocker. Mais le moteur de la plante, la seule chose qui décide en fin de compte de la taille d'un poivron ou du poids d'une tomate, vit entièrement sous la ligne du sol, à 30 cm sous la terre. C'est de cet endroit que parle cette vidéo. Pas des feuilles, pas des fleurs. La racine. Alors, la question qui mérite d'être posée est la suivante. De quoi une racine a-t-elle réellement besoin pour tripler de taille et de densité? Et pourquoi la réponse à cette question ne se trouve-t-elle pas dans un bac sur l'étagère d'un magasin où n'importe qui de plus de 55 ans pourrait entrer et l'acheter? Parcourez les allées de n'importe quel grand magasin de jardinage ce printemps et le rayon des hormones de bouturage raconte une histoire curieuse. De petites pots en plastique de poudre, la plupart coûtent entre 5 et 15 $. Les marques premium grimpent jusqu'à 30 $ pour quelques onces. L'ingrédient actif sur l'étiquette est presque toujours le même. L'acide indole 3 butyrique, parfois associé à l'acide naphtalène acétique, des auxines synthétiques, des copies fabriquées en laboratoire de l'hormone même que les plantes utilisent naturellement pour produire de nouvelles racines. Ces produits ne sont pas une arnaque. Ils fonctionnent vraiment. Mais ce sont des imitations synthétiques de quelque chose qu'un organisme vivant produit gratuitement. Voici la question que presque personne au magasin de jardinage ne pense à poser. Si un champignon unicellulaire déjà présent dans presque toutes les cuisines américaines produit exactement les mêmes hormones de bouturage et les produit sous forme vivante entourés d'acides aminés, de vitamine B et d'oligo-éléments, pourquoi ce champignon n'est-il pas en vente sur le même rayon? La réponse n'est pas une suppression par les entreprises. La réponse réside dans la physique et la durée de conservation. Dès que ce champignon est réveillé dans de l'eau tiède, il commence à libérer du dioxyde de carbone à un rythme qui crée une pression à l'intérieur de tout récipient scellé. En moins de 48 heures, une bouteille en plastique de cette solution vivante gonflerait, pencherait, fuirait ou éclaterait sur une étagère chaude dans un entrepôt au Texas. Il n'existe aucun conservateur capable de bloquer l'organisme pour une durée de conservation de 6 mois sans tuer ce qui rend le produit utile. Les produits d'enracinement commerciaux doivent être morts et stables. Celui-ci doit être vivant et actif.
Ce seul fait physique est la raison entière pour laquelle il ne peut pas se trouver sur une étagère de vente au détail. Combiné à une marge bénéficiaire pratiquement nulle, il n'y a aucune raison commerciale pour qu'une grande marque essaie de le commercialiser. Ainsi, la recette vit là où elle a toujours vécu, dans la cuisine, préparée fraîchement et en environ 30 minutes du début à la fin. Le champignon est de la simple levure de boulanger déshydratée. Son nom scientifique est Saccharomyces cerevisiae. Et ce qu'il fait à un système racinaire ne ressemble à rien d'autre de ce qu'un jardinier amateur peut acheter. Des générations de grands-mères ont utilisé Saccharomyces cerevisiae dans un seul but, faire lever le pain, mais des recherches évaluées par des pairs publiées dans Crop Science en 2014, dans la revue Plants en 2023 et dans Frontiers in Industrial Microbiology en 2024, ont documenté discrètement un second bout, bien plus intéressant. Pour cette même poudre, lorsque des cellules de levure vivantes sont introduites dans le sol au niveau de la zone racinaire, trois choses se produisent en même temps. La première est la signalisation hormonale. Saccharomyces cerevisiae produit de l'acide indole 3 acétique, abrégé en AIA. C'est la molécule de signalisation maîtresse de tout le règne végétal. C'est le message chimique qui ordonne à une cellule racinaire de se diviser, de s'étirer et de produire une nouvelle pointe racinaire. C'est la même classe d'hormones que les poudres de bouturage synthétique tentent de copier en laboratoire. La levure produit également des cytokinines, une seconde classe d'hormones qui signale aux cellules à l'extrémité de chaque racine de se multiplier plus rapidement. Là où se forment les nouvelles branches latérales, l'article de Frontier de 2024 a mesuré des niveaux de chlorophylle significativement plus élevés chez des plantes de laitue traitées avec de la levure de bière et a attribué ces gains directement à l'auxine et à la cytokinine produites par le champignon vivant. La deuxième chose est un festin microbien. À mesure que les cellules de levure se multiplient dans l'eau sucrée tiède, elles libèrent des acides aminés, des peptides, des vitamines B et des oligoéléments, azote, phosphore, potassium, magnésium, fer, zinc et plusieurs autres, directement dans la solution environnante. Ce ne sont pas des minéraux bruts et bloqués que la plante doit dépenser de l'énergie à décomposer. Ils sont déjà sous des formes prédigérées que les poils absorbants peuvent absorber presque au contact. C'est ce qui se rapproche le plus dans la nature d'une alimentation intraveineuse directe pour une plante stressée. La troisième chose est la colonisation. Les cellules de levure s'installent dans la zone racinaire et occupent physiquement l'espace. Elles entrent en compétition avec les champignons pathogènes du sol pour les nutriments. Des études sur la laitue et la tomate ont noté une incidence plus faible de certains agents pathogènes de la fonte des semis lorsque la levure est présente dans la zone racinaire, ce qui est attribué en partie à cette simple compétition spatiale et en partie aux peptides antimicrobiens que la levure sécrète en se développant. 3 effets pour une cuillère à café de levure du placard: signal hormonal, festin nutritif, défense microbienne. Et il y a un autre élément à cette histoire, le plus étrange, celui qui a véritablement surpris les botanistes lorsqu'il a été observé pour la première fois sous un microscope en 2010. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'agriculture, les racines étaient considérées comme passives, comme des pailles sirotant des minéraux dissous dans la terre humide. C'était l'image des manuels scolaires. Et elle a tenu pendant plus d'1 siècle. Puis, en 2010, le Dr Shanyarat Pongkunlonien et son équipe de recherche à l'Université du Queensland en Australie ont utilisé la microscopie confocale à balayage laser, une sorte d'imagerie fluorescente capable de voir l'intérieur des cellules racinaires vivantes en temps réel, pour observer ce qui se passe réellement lorsque des cellules de levure vivantes rencontrent une jeune racine de tomate. Ce qu'ils ont observé était si inattendu qu'ils ont dû lui donner un tout nouveau nom dans la littérature agricole. Les racines ne sirotaient pas, les racines mangeaient, les cellules de l'extrémité de la racine engloutissaient les cellules de levure vivantes et les attiraient à l'intérieur, dans l'espace entre la paroi cellulaire et la membrane cellulaire. Une fois à l'intérieur, la cellule végétale produisait une explosion contrôlée de superoxyde, une légère impulsion oxydative, qui dépouillait la levure de sa paroi cellulaire et rendait le contenu interne du champignon disponible pour l'absorption, azote, phosphore,
protéines stockées, tout ce que la levure avait accumulé en se nourrissant de sucre dans l'eau tiède. Puis quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Certaines cellules de levure ont survécu à ce processus. Elles sont ressorties par les poils absorbants en pleine croissance, ont reconstruit leurs parois dans le sol, ont collecté de nouveaux nutriments dans la terre environnante et ont finalement été consommées à nouveau. Ce processus a été nommé le cycle de la rhizophagie. Le mot signifie « manger des racines ». Depuis 2010, des dizaines d'études de suivi sur des espèces monocotylédonées et dicotylédones ont confirmé ce cycle. L'article de 2014 de la même équipe du Queensland, publié dans Crop Science, a démontré la même absorption dans les racines de canne à sucre et de tomates en utilisant de la levure vivante et de la levure tuée par la chaleur. En termes pratiques, pour un jardinier potager de plus de 55 ans, cela signifie quelque chose de très spécifique. Une racine de tomate n'est pas seulement une paille. C'est un récolteur actif qui attire des micro-organismes vivants à l'intérieur de son propre tissu et en extrait directement des nutriments. La levure se trouve être l'un des rares micro-organismes assez communs, assez sûrs et assez bon marché pour qu'un jardinier amateur puisse en fournir délibérément chaque saison pour moins d'$1. La plante fait le reste du travail toute seule. Un bref regard honnête sur les chiffres en vaut la peine, car les vidéos de jardinage en ligne ont tendance à gonfler les statistiques. La vérité est plus mesurée et plus intéressante pour cette raison. Dans l'étude originale de Long Yen de 2014 publiée dans Crop Science, de la Saccharomyces cerevisiae vivante et tuée par la chaleur a été ajoutée à un sol fertilisé planté de tomates et de jeunes cannes à sucre, après 10 semaines pour la canne à sucre et 4 semaines pour la tomate. La biomasse racinaire était significativement plus élevée chez les plantes traitées à la levure. La teneur en azote et en phosphore dans les racines et les tiges était substantiellement élevée. Le rapport racine/tige a augmenté chez les deux espèces, ce qui est exactement ce qu'un jardinier souhaite, proportionnellement plus de moteurs souterrains pour la même plante. Une étude de 2023 publiée dans la revue Plants a testé des levures productrices d'auxine isolées de variétés locales de maïs mexicain. Les 4 souches les plus prometteuses, lorsqu'elles ont été utilisées comme inoculants du sol, ont produit une augmentation de 1,5 fois de la hauteur de la plante, du poids frais et de la longueur des racines par rapport aux plantes témoins non traitées. Pas de chimie synthétique, juste de la levure vivante inoculée dans la zone racinaire d'un plant de maïs. Un article de 2024 dans Frontiers in Industrial Microbiology, utilisant de la levure de bière résiduelle sur des plants de laitue et de tomates, a rapporté des améliorations mesurables de la germination des graines, du nombre de feuilles, du poids frais et de la teneur en chlorophylle à une concentration de levure d'environ 10 millions de cellules par millilitre. Ce ne sont pas des chiffres miracles. Ce sont des chiffres réels provenant de vrais laboratoires. Une masse racinaire visiblement plus grande, une teneur en minéraux plus élevée, une meilleure survie au repiquage, des mesures réelles derrière un sachet de levure à $1. Et c'est là que l'observation du jardinier amateur dépasse souvent les mesures de laboratoire. Dans un essai contrôlé de 4 semaines sur des tomates, les gains de biomasse racinaire ont plafonné pendant la fenêtre de l'essai, sur une saison complète de 8 mois, dans un vrai jardin familial avec 3 applications stratégiquement programmées. La différence entre un plant de tomates nourri à la levure et un plant non traité est plus spectaculaire à la fin de la saison. Lorsque les 2 plantes sont arrachées, la motte de racines nourrie à la levure est souvent 2 à 3 fois plus dense, avec visiblement plus de ramifications latérales. C'est cette expérience qui donne à cette recette sa longue réputation. Le laboratoire confirme le mécanisme. Le jardin confirme l'ampleur. 3 ingrédients, 1 litre d'eau non chlorée, 2 cuillères à soupe de levure de boulanger déshydratée, ce qui correspond à environ 20 grammes ou 2 sachets standards, 1 cuillère à soupe de sucre blanc ordinaire, n'importe quel placard, n'importe quelle ville, n'importe quelle saison, coût total, selon la marque de levure, entre 60 centimes et $1. La première étape est la température, et c'est l'étape où la plupart des tentatives domestiques échouent discrètement avant même de commencer. L'eau doit être tiède. La plage acceptée pour activer la levure sèche se situe entre 40 degrés et 46 degrés. Celsius, 105 degrés et 115 degrés Fahrenheit.
Le test le plus simple pour quiconque n'a pas de thermomètre est de toucher le côté du bocal avec le dos du poignet. L'eau doit être confortable, légèrement chaude, mais pas assez pour vous faire tressaillir. Si de la vapeur est visible à la surface, l'eau est trop chaude et la levure mourra au contact. Si l'eau semble fraîche, la levure restera dormante et la préparation échouera. Une astuce fiable pour les cuisines plus fraîches. Faites bouillir une bouilloire pleine. Versez l'eau bouillante dans un bocal en verre propre. Laissez-le reposer sur le comptoir pendant 15 minutes. La température descendra d'elle-même dans la zone de sécurité. La deuxième étape est la dissolution. Utilisez un bocal en verre d'au moins 1,5 litre de capacité. Versez l'eau tiède. Ajoutez les 2 cuillères à soupe de levure et la cuillère à soupe de sucre. Remuez doucement avec une cuillère propre jusqu'à ce que tout se dissolve en une solution beige légèrement trouble. Un mot rapide sur le sucre car il est souvent mal compris. Les racines des plantes n'ont que faire du sucre raffiné. Le sucre n'est pas ajouté pour la plante. Le sucre, c'est le signal de réveil pour la levure. Sans lui, la levure de boulanger sèche restait en dormance profonde et ne produit presque pas d'hormones, pas d'acide aminé et n'a aucune valeur biostimulante. Le sucre est consommé presque entièrement par le champignon au cours des 30 minutes suivantes. Au moment où la préparation est appliquée au jardin, le sucre a disparu. La troisième étape est la couverture. Ne scellez pas le bocal avec un couvercle hermétique. À mesure que la levure se réveille, elle produit du dioxyde de carbone. Un bocal en verre scellé peut se fissurer en quelques heures sous la pression. À la place, posez un essuie-tout propre sur l'ouverture et maintenez-le en place avec un élastique. Le gaz s'échappe en toute sécurité. La poussière et les insectes restent à l'extérieur. Le bocal doit également rester à l'obscurité. La lumière directe du soleil émet des rayons ultraviolets qui endommagent les cellules de levure avant qu'elles n'aient fini leur travail. Une étagère de placard fermée, un meuble de cuisine ou même un coin sombre du comptoir sous un torchon plié conviennent parfaitement. La quatrième étape est l'attente, 30 à 40 minutes. Pendant ce temps, la levure se multiplie rapidement, consomme le sucre et libère des hormones, des acides aminés et des vitamines B dans l'eau environnante. Les signes visibles que la préparation est prête. Une couche de mousse beige se forme à la surface et un flux constant de minuscules bulles remonte à travers le liquide. L'odeur est douce et rappelle légèrement le pain. Familier pour quiconque a déjà fait lever de la levure pour une miche de pain un dimanche matin, quand la mousse apparaît, le concentré est vivant et prêt. Le concentré est trop fort pour être appliqué directement. Utilisez pur. La population de levure est assez dense pour perturber brièvement le microbiome existant du sol et stresser les jeunes poils absorbants par une pression osmotique soudaine. La dilution n'est pas facultative. Le ratio est de 1:10. Mélangez le litre de solution de levure infusée dans 10 litres d'eau ordinaire non chlorée. L'eau de pluie collectée dans un baril propre fonctionne à merveille. L'eau du robinet que l'on a laissé reposer à découvert dans un seau pendant 24 heures, permettant au chlore de s'évaporer, fonctionne tout aussi bien. Le résultat est 11 litres de biostimulant fini et prêt à l'emploi. Appliqué sur le sol, pas sur les feuilles. Les hormones et les acides aminés de ce mélange sont conçus pour agir à la surface des racines, pas sur le feuillage. Versez la solution diluée lentement à la base de chaque plante. En imbibant bien le sol jusqu'à une profondeur d'environ 15 cm sans l'inonder. Pour un plant de tomates ou de poivrons matures, environ 1 litre du mélange dilué est suffisant. Pour les semis ou les nouveaux repiquages, une seule tasse suffit. Le timing est ce qui sépare un essai domestique occasionnel d'un essai transformateur. Ce mélange n'est pas un engrais hebdomadaire. C'est un biostimulant stratégique conçu pour frapper 3 moments spécifiques de la vie d'une plante où la croissance des racines compte le plus. La première application se fait au repiquage, au moment où un jeune plant passe d'un pot de départ à la terre du jardin. Il entre dans une brève période de stress. Le flux d'auxine produit par la levure délivrée à la zone racinaire, à ce moment précis, favorise l'expansion rapide des racines latérales et réduit visiblement le flétrissement dû au repiquage. Les plantes traitées au repiquage ont tendance à garder leurs feuilles fermes, malgré la chaleur de l'après-midi dès la première semaine, au lieu de s'affaisser. La deuxième application se fait au tout premier signe de floraison.
C'est le moment où la plante décide de la quantité d'énergie qu'elle peut consacrer à la production de fruits. Un système racinaire solide et étendu à ce stade signifie plus de fleurs conservées, moins de chutes et de meilleurs résultats de pollinisation. La troisième application se fait lorsque les premiers petits fruits apparaissent. La plante a maintenant besoin d'absorber de lourdes charges de nutriments pour faire gonfler chaque fruit à sa taille maximale. Une deuxième vague d'acides aminés et de minéraux fournis par la levure à ce stade soutient de la demande sans forcer la plante à entrer en compétition avec elle-même. 3 applications réparties sur la saison, c'est tout le système. Des applications plus fréquentes risquent de trop déplacer l'équilibre microbien du sol dans une direction. Moins de 3 applications font rater les fenêtres où cela aurait fait la différence. Un mot sur les attentes, car c'est là que la plupart des vidéos de jardinage en ligne perdent leur crédibilité. Une seule application d'eau de levure ne transformera pas une plante en difficulté du jour au lendemain. Les changements visibles apparaissent progressivement. Au cours de la première semaine suivant une application au repiquage, la plante a tendance à garder ses feuilles plus fermes pendant la chaleur de l'après-midi. En 2 à 3 semaines, les nouvelles racines latérales se sont établies et les tiges principales s'épaississent visiblement. À la fin de la saison de croissance, la différence entre une tomate traitée à la levure et une tomate non traitée apparaît le plus clairement non pas dans les fruits au sommet, mais dans la motte de racines en dessous. Arracher une tomate ou un poivron nourri à la levure à la fin de la saison révèle souvent une masse racinaire 2 à 3 fois plus dense et plus fibreuse qu'une plante non traitée de la même variété. C'est l'expérience qui se cache derrière le titre de cette vidéo. Quelques erreurs pratiques qui ruinent discrètement la préparation. Une eau à plus de 48 degrés. Celsius tue la levure avant qu'elle ne s'active. La préparation sentira alors l'aigre plutôt que le pain. Si cela arrive, jetez-la. Prenez de l'eau fraîche et recommencez. Un couvercle hermétiquement fermé est la deuxième erreur courante. La pression du dioxyde de carbone monte rapidement. Les bocaux en verre peuvent se fissurer sur le comptoir sans prévenir. Un couvercle en essuie-tout est la solution complète. Une levure périmée est la troisième erreur. Un sachet de levure sèche périmée de plus de 2 ans peut ne plus s'activer. La préparation restera simplement fraîche et plate, sans mousse ni bulle. Si rien ne se passe dans les 40 minutes, la levure est morte. Ouvrez un sachet frais. Le stockage est la 4e erreur. La solution diluée ne se conserve pas. Utilisez-la dans les 24 heures suivant le mélange. Après cela, la population de levure s'effondre. La fermentation bascule vers l'alcool. Et le résultat peut stresser légèrement les tissus racinaires plutôt que de les soutenir. L'application pendant la partie la plus chaude de la journée est la 5e erreur. Versez la solution diluée tôt le matin ou tard le soir. Lorsque les températures du sol sont modérées et que la zone racinaire n'est pas soumise au stress thermique. Un dernier point sur les plantes qui répondent le mieux. Les résultats les plus probants apparaissent sur les légumes gourmands. Tomates, poivrons, aubergines, concombres, courgettes et maïs. Les fraises répondent bien, particulièrement pendant la phase des stolons. Les légumes-feuilles, laitues, épinards, choux frisés, bêtes à cordes montrent des gains clairs pendant la phase de semis et de repiquage. Les cultures de racines comme les carottes et les betteraves en bénéficient principalement lorsque la préparation est appliquée pendant la fenêtre d'établissement précoce. Pas plus tard. Les plantes vivaces établies, les arbustes et les arbres fruitiers répondent plus lentement, mais montrent une amélioration mesurable de la densité des nouvelles racines nourricières lorsqu'ils sont traités au début du printemps. Il y a quelque chose de discrètement satisfaisant dans une recette de jardin qui provient du fond du placard plutôt que d'un bidon en plastique. La même levure qui a fait lever le pain dans les cuisines de ferme pendant des générations permet également à un système racinaire d'aller plus profond et de se ramifier plus largement. La terre a été généreuse avec ses outils depuis le début, et le plus utile d'entre eux était sur l'étagère de la cuisine tout ce temps. Si cette histoire a changé votre regard sur les ingrédients simples de votre placard, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous découvrons l'histoire naturelle et les secrets biologiques qui étaient cachés à la vue de tous. Cultivons l'avenir ensemble. Le prochain trésor du jardin sera bientôt révélé.